Alors, on va bien évidemment aborder votre stratégie sur le cloud, là, qui depuis un an prend un virage important. Alors d'abord, pour commencer, est-ce qu'on peut préciser d'abord ce que représente l'entité dont vous êtes le CTO, ISNCF? Qu'est-ce que c'est en quelques mots? Alors, c'est une entité qui a été créée en 2016 et c'est le regroupement des activités autour de la transformation digitale des systèmes d'information et des télécoms pour le groupe SNCF. Voilà, et vous, donc en tant que CTO, dedans, voilà, donc vos principales missions? J'ai en charge la gouvernance technologique, donc le rôle un peu classique du CTO, et en plus de ça, je mène un programme de transformation technologique qui s'appelle le programme de renouveau du socle numérique, et qui vise à complètement transformer l'ensemble des technologies, du socle technologique du groupe, pour le rendre plus agile et plus efficace. Et bien évidemment, le cloud est une brique clé de ce chantier. Alors évidemment, vous avez déjà mené plusieurs projets cloud, c'est pas le premier, hein, depuis plusieurs années notamment, vous avez déployé Office 365 par exemple, vous avez aussi mis en place une plateforme cloud orientée IoT pour gérer la supervision des infrastructures de transport de la SNCF, donc ça c'était un projet important, notamment mené sur les technologies Watson d'IBM, hein, dont vous avez déjà largement parlé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous vous orientez vers une stratégie cloud first? Oui, complètement. Alors, on est venu au cloud de manière finalement assez classique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui ont eu la même approche. On a commencé par utiliser du software as a service et on a commencé à utiliser du software as a service dans des domaines où en fait cette approche s'est imposée d'elle-même. Donc collaboration autour donc, de la suite Office 365, CRM autour de Salesforce. Puis après, on a commencé à aller vers le cloud dans une approche pour des nouvelles technologies autour du big data, autour de l'IoT, où en fait on avait des problématiques de commencer petit, mais être capable d'avoir de la scalabilité assez forte rapidement. Et puis on vient de prendre, on s'est dit qu'on était mûr pour aller plus loin dans la démarche. Et donc on sort de 11 mois d'appel d'offres et on a décidé de migrer 60% de nos applications. On a 1425 applications, 60% de nos 1425 applications dans le cloud public. Et on a sélectionné à ce titre Microsoft Azure, Amazon Web Services et IBM. IBM, donc que vous aviez déjà choisi l'année dernière, voilà. Pour la partie IoT. Les trois en IaaS plus PaaS. Voilà, c'est très intéressant. Alors bon, la vision stratégique est claire. Hein, là, ça peut pas être plus clair. Mais moi, j'avais une question quand même sur la partie outillage. Vous avez évoqué effectivement les trois choix de cloud structurants que vous avez fait. Mais pour aller un peu plus loin en termes d'orchestration, de service management, de CMP, quelle est votre approche? Alors, ouais, il y a une chose dont on a pris conscience assez rapidement, et on a pris conscience un peu en implémentant hein, et en expérimentant, c'est que finalement, quand on achète du cloud, on achète quelque chose qui marche très bien, un peu out of the box, et puis au fur et à mesure qu'on commence à l'intégrer dans le système d'information, on a tendance à en dégrader les qualités premières. Pourquoi? Parce qu'on va organiser les réseaux dans le cloud d'une certaine manière, on va mettre des contraintes ou des solutions de sécurité qui n'ont pas forcément les bonnes qualités pour être implémentées dans le cloud. Donc on a lancé un chantier assez important visant à ne pas dégrader les qualités premières des solutions qu'on achetait dans le cloud et surtout qui permettaient à nos métiers de consommer les ressources dans le cloud de manière agile et de manière sécurisée. Donc à ce titre, on a finalement trois grands chantiers afférents à ça. On a un chantier autour de l'IT Service Management où on a choisi ServiceNow qu'on couple avec une CMP VMware.
Donc Verealize. Voilà, à savoir qu'on va garder une partie de... Alors moi j'aime pas ce terme cloud privé parce qu'on n'aura jamais les capacités du cloud en interne, mais on va avoir une zone de data center très automatisée qu'on est en train de construire et qu'on va orchestrer également. Donc ça veut dire de nouveaux data centers complètement, vous refaites tout l'interne. Je vais y revenir juste après. D'accord. Et puis on a un gros chantier autour de notre usine logicielle. Enfin, ce que certains appellent DevSecOps, mais finalement, comment est-ce qu'on permet à nos développeurs de développer en sécurité, de faire de l'intégration continue et de provisionner des environnements dynamiquement pour faire des tests de qualité et des tests d'intégration, puis après de déployer en continu sur l'ensemble des solutions qu'on a choisies, c'est-à-dire de pouvoir déployer soit sur du platform as a service chez un clouder, soit sur de l'infrastructure as a service, soit sur nos data centers en interne. Donc c'est des chantiers qui sont finalement qui sont assez complexes parce qu'en fait c'est surtout une intégration de beaucoup de produits différents et donc il y a quand même pas mal de coups de tournevis à mettre pour que l'ensemble fonctionne de manière efficace. Et ça, c'est un projet qui se planifie sur combien de... C'est un projet qui est obligatoire pour l'usine de migration qu'on vient de lancer. Donc maintenant qu'on a choisi un peu le réceptacle du cloud et de nos fournisseurs, il va falloir qu'on prenne nos 1425 applications. Et ces 1425 applications, on va choisir, soit on les garde en interne, soit on les migre dans le cloud et chez quel clouder. Et puis à partir de là, il faut qu'on va en profiter pour automatiser leur déploiement et leur mise en production. Donc on va les migrer dans notre usine logicielle. Donc c'est un chantier qui nous a pris 3 à 4 mois, qui est aujourd'hui en production. Puisqu'on a ce qui est relativement peu finalement, enfin, c'est 3-4 mois. Ouais, alors c'est pareil, on essaye de se baser sur des notions de MVP, hein, de Minimum Viable Product. Donc c'est pas une solution finalisée parfaite, mais c'est une solution qui nous permet de commencer et d'apprendre au fur et à mesure et d'itérer. Et on a à peu près une centaine de projets d'applications qui tournent déjà sur cette usine logicielle et qu'on sait orchestrer sur une chaîne de déploiement automatisée. D'accord. Alors, ce qu'on disait effectivement, c'est une refonte effectivement en parallèle de la partie data center interne, hein, c'est ça. Donc là, c'est j'imagine la stack VMware qui est mise en œuvre, c'est ça, vous confirmez? On est historiquement un client VMware, mais notre problématique sur les data centers, c'est qu'on possède des data centers en propre, mais on subit une évaporation des workloads de nos data centers, de manière un peu naturelle, hein, puisqu'il y a une évaporation vers le SaaS. Et donc, typiquement, les serveurs Exchange qu'on avait en interne basculent sur de l'Office 365, le CRM vers Salesforce, j'en ai parlé. Et puis on a quand même une réduction aussi, une augmentation de la puissance des équipements, de la capacité de stockage, des baies de stockage. Donc on utilise de moins en moins de mètres carrés. Donc en fait, le coût au mètre carré devient plus supportable. Et donc à ce titre, on a décidé plutôt de fermer nos data centers en propre et on va rouvrir des mètres carrés. On va annoncer le vainqueur de l'appel d'offres bientôt. On va rouvrir des mètres carrés, mais on passe de 3500 mètres carrés de data center à 300 mètres carrés. D'accord. Mais on garde quand même... Rationalisation complète. Ouais, on garde quand même des mètres carrés parce qu'en fait, on a quand même tout un parc applicatif qui soit n'est pas éligible au cloud pour des raisons de technologie, soit n'est pas éligible au cloud pour des raisons de sécurité. D'accord. Par exemple, c'est les parties qui sont plus liées à certains aspects métiers. Ouais, il y a des aspects métiers, puis en fait, on fait attention quand même. Évidemment, on est très précautionneux et très à cheval sur l'ensemble des lois qui s'appliquent au groupe SNCF. Il y a la loi de programmation militaire, il y a la loi sur les archives nationales, enfin bref, il y en a pas mal. Et donc on est attentif à ça, évidemment. Alors, depuis 2-3 ans, on parle de plus en plus, à la fois pour la partie cloud privée, mais aussi la partie cloud publique, on parle de plus en plus des conteneurs logiciels. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à utiliser ou pas que vous en êtes tous sur ce dossier? Alors on est un early adopter de ces technologies, hein, puisqu'en fait on est
On a une centaine d'applications qui tournent en conteneur aujourd'hui, donc c'est finalement pas mal. Une centaine d'applications, on doit en avoir une dizaine en production à peu près. Et surtout, en fait, il y a une chose qui change, qui est assez importante pour nous, c'est la disponibilité chez nos fournisseurs de cloud, hein, que ce soit Amazon, Microsoft ou IBM, la disponibilité de solutions d'orchestration de conteneurs qui sont construites dans du platform as a service et qui nous évitent à avoir à configurer toute cette Donc là, c'est les fameux Kubernetes as a service, c'est ça, on peut le dire. Et ça, c'est en fait, les conteneurs, c'est forcément une technologie qui nous intéresse. Ça nous offre plein d'avantages, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Et nous, on doit se concentrer non pas sur le fait d'être capable de mettre en place la solution, mais plutôt de déployer des applications dans les conteneurs, ce qui est déjà une tâche en soi. Oui, alors ce que vous m'aviez dit effectivement lors de notre call préparatoire, c'est que finalement les conteneurs, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple. C'est pas une technologie qui est magique. Ah ben parce que c'est vrai qu'au départ, c'est super sexy. C'est super sexy quand on met en place. Maintenant, on est d'accord que quand on a des impératifs de production, il faut être capable d'exploiter de bout en bout. Et évidemment, quand on commence à avoir des crashs applicatifs sur des applications qui sont déployées en conteneur, la complexité pour caractériser l'erreur et réparer est quand même bien plus importante que quand c'est une application qui est statique déployée sur une machine virtuelle Linux ou Windows. Donc forcément, en fait, je pense qu'on on fait un peu le grand écart entre des besoins technologiques de plus en plus pointus qui nous permettent de mieux déployer nos applications, d'avoir des applications plus fiables, plus performantes, développées en microservices. Et puis de l'autre côté, notre capacité à exploiter, mais à exploiter un patrimoine qui est pour une partie ancien et pour une autre partie complètement modernisé, multi-cloud. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et alors, bon, là, on a parlé, j'allais dire, on a fait le point global, en fait, un peu sur le socle cloud, sur les infrastructures cloud que vous êtes en train de mettre en place. Mais bon, quid maintenant des projets, des déploiements. Donc on a parlé effectivement de tout ce projet, de ce basculement de ces projets de migration, mais quid des nouvelles applications aussi qui vont pouvoir être déployées sur cette infrastructure? Pour les nouvelles applications, on a une stratégie qui est SaaS first, pour commencer, en sachant qu'on a... Enfin, c'est une stratégie qui s'est appliquée d'elle-même en fait. Hein. Je pense qu'on est venu à ça naturellement. Ne serait-ce que parce que maintenant la plupart des solutions et la plupart des éditeurs proposent des solutions de ce type, donc ça se passe comme ça. Après évidemment, on va s'orienter majoritairement vers du platform as a service, notamment pour garder et pour hériter notamment de toute la partie scalabilité horizontale et verticale dans les pics de charge notamment, et puis après IaaS. En sachant qu'on va traiter à part effectivement une partie de notre parc qui soit héberge des données sensibles, soit n'est pas éligible au cloud. Mais vraiment l'approche c'est bien SaaS first, puis PaaS first, puis PaaS en second, et puis après IaaS. Et en termes, alors encore une fois, en termes de gros projets, par exemple, moi j'avais compris que la partie data lake, notamment, allait passer sur le cloud. Ouais, c'est ça, c'est fait. Ça, c'est quand même un projet qui est quand même très très structurant, et c'est un changement de logique pour vous aussi, non? Ouais, c'est un changement de logique. Enfin, j'aurais tendance à dire que le changement de logique est plus important pour des applications un peu plus anciennes que pour des solutions type Big Data ou IoT, parce qu'en fait, on a bien dans le Big Data et l'IoT cette problématique de commencer petit, mais d'être capable de grossir vite,
et on a des variations de charges qui sont excessivement importantes. Donc à partir de là, le choix du cloud était quand même quelque chose qui s'est imposé naturellement. D'accord. Et toute dernière question, encore une fois, vous aviez aussi insisté là-dessus lors de nos calls préparatoires, la question de la gouvernance, ça c'est vraiment important, c'est la question clé, c'est la bonne pratique qui permet de réussir son basculement vers le cloud. Ouais, alors là, les premiers retours d'expérience qu'on a, hein, c'est qu'on a à peu près 65% des serveurs qu'on a migrés dans le cloud qui sont en arrêt automatisé, donc en fait qu'on éteint le soir et qu'on rallume le matin. Et donc en fait, on a quand même 65% de notre parc que finalement avant on payait la nuit et qu'on paye plus, quoi. Donc forcément, pour nous, la plus grosse piste d'économie, hein, c'est bien cette capacité à payer à l'usage et donc d'optimiser les ressources qu'on utilise dans le cloud de manière à ce que justement on soit pile à la bonne taille d'équipement pour l'application qu'on veut faire tourner. Et je pense qu'en fait, ça redistribue aussi beaucoup la manière dont on produit l'IT. Typiquement, sachant que maintenant, on peut avoir une discussion beaucoup plus ouverte, par exemple, avec les gens qui s'occupent des applications, quand ils savent que finalement, il n'y a pas de limitation dans la capacité de stockage et que si on leur diminue la capacité de stockage d'une application de 100 gigas, on est capable de leur augmenter le lendemain du même volume sans problème. Ce qui théoriquement devrait être le cas en interne, mais ne l'est pas la plupart du temps. Merci Raphaël Viard pour ce Merci beaucoup. superbe témoignage. C'est toujours passionnant de vous avoir.